7 minutes, c'est tout, 7 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. 7 petites minutes pour faire exploser la relation transatlantique comme on n'avait pas vu depuis le bras de fer sur l'Irak en 2003, et pour fracturer l'OTAN peut-être définitivement sur cette vieille question qui empoisonne l'Alliance depuis des années, qui paie vraiment pour la défense collective. Trump venait de lâcher sa diatribe, tonitruante, méprisante, calculée. Les Européens profiteurs, les Européens ingrats, les Européens qui laissent les Américains régler l'addition pendant qu'eux savourent le confort de la paix. Il fixait le ministre français de ce regard qu'il réserve aux gens qu'il a déjà jugés les faibles, les losers, ceux qu'on écrase avant même qu'ils ouvrent la bouche. Il était convaincu d'avoir gagné. Devant tous les membres de l'Alliance réunis à Bruxelles, il venait de clouer la France au pilori. Et c'est là que le Premier ministre s'est levé. Ce qui est sorti de sa bouche n'était pas une réponse diplomatique, ce n'était pas une négociation sur les pourcentages du PIB consacré à la défense. C'était autre chose, quelque chose qui a figé la délégation américaine sur place. Un homme de 39 ans venait d'envoyer un message que Washington n'avait pas entendu depuis très très longtemps, l'époque où l'Amérique dicte et où l'Europe obéit. Cette époque-là est terminée. Dans le bureau ovale aux dorures ostentatoires refaites à l'image de son propriétaire Trump, convoquait régulièrement le général Mike Waltz, son secrétaire à la Défense, ancien béret vert reconverti en stratège républicain. L'ordre du jour, sa nouvelle doctrine atlantique. L'objectif brutal dans sa simplicité, faire de l'OTAN une organisation payante où chaque nation européenne rembourserait au prorata le coût de la protection américaine. Mais pour saisir l'ampleur du séisme qui allait ébranler cette assemblée de l'OTAN, il faut remonter 3 mois en arrière. Janvier, Trump reprend la Maison-Blanche dans un retour triomphal, et avec lui une promesse de campagne explosive ressurgit: les Européens paient pour leur défense ou les soldats américains rentrent chez eux. Ce n'était pas la première fois que cette menace planait dans la rhétorique trumpiste, mais cette fois quelque chose avait changé. Cette fois, il était vraiment décidé à passer aux actes. 75 ans que l'Europe dort paisiblement sous le parapluie nucléaire américain, et apparemment ça commençait sérieusement à agacer Trump. Dans une réunion du Conseil de sécurité nationale, il lâchait sans filtre: la France dépense 2,1% de son PIB pour la défense. C'est ridicule. Nous, on en dépense 3. Ils doivent monter à 5% minimum ou on retire nos soldats. Classique. Du Trump pur jus, le genre de déclaration qui sonne bien dans un meeting mais qui, dès qu'on gratte un peu la surface, s'effondre complètement. Parce que cette fixette sur les pourcentages de PIB, elle cache quelque chose. Quelque chose que Trump refusait obstinément, volontairement d'admettre. Les États-Unis ne stationnent pas 100 000 soldats en Europe par bonté d'âme, pas par fidélité aux vieux alliés, non. C'est du calcul stratégique froid, rationnel et surtout intéressé. Prenez Ramstein, la base aérienne américaine en Allemagne. Ce n'est pas une simple garnison, c'est le hub logistique central de toutes les opérations militaires américaines au Moyen-Orient et en Afrique. Absolument toutes. Sans Ramstein, l'armée américaine devrait tout faire partir des États-Unis directement, ce qui multiplierait les coûts de transport par 4 et réduirait drastiquement les capacités de réaction rapide. Le Pentagone lui-même estimait que Ramstein permettait d'économiser à elle seule 23 milliards de dollars par an en coûts de projection militaire. 23 milliards par an, juste pour une base. Alors oui, qui paye vraiment pour qui dans cette histoire? Mais attendez, parce que personne ne vous dit ça et c'est là où ça devient vraiment intéressant. On parle d'espionnage, de vrais espions. Pas le genre Hollywood avec des gadgets rigolos, non, on parle de stations d'écoute de la NSA, plantées en Allemagne et au Royaume-Uni, qui aspiraient chaque jour des millions de communications russes, chinoises, moyen-orientales. Chaque jour. Et les centres d'analyse de la CIA à Francfort, ils traitaient à eux seuls 78% de tous les renseignements américains sur le terrorisme international. 78%. Depuis l'Europe. Alors quand on entend « l'Europe coûte de l'argent aux États-Unis », je suis désolé, mais cette phrase, elle ignore complètement que ces infrastructures de surveillance, impossible de les reproduire depuis le sol américain. Géographiquement, techniquement, impossible. Et maintenant, accrochez-vous parce que le deuxième volet, c'est encore plus brutal. Les contrats d'armement, parce que sous la pression d'interopérabilité avec les forces américaines, autrement dit, si vous voulez qu'on travaille ensemble, achetez américain. Les pays de l'OTAN se retrouvaient à commander quoi? Des F-35 de Lockheed, des missiles Patriot de Raytheon,
des drones Reaper, des systèmes de communication américains. La liste est longue, liste est longue. Résultat des courses entre 2015 et 2024, 267 milliards de dollars pour Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, 267 milliards générés grâce à l'Europe, grâce à l'OTAN, grâce à cette présence américaine que certains voulaient démanteler. Donc la prochaine fois qu'on vous dit que l'Europe est un fardeau pour les États-Unis, demandez-vous juste pour qui exactement? Trump n'a jamais voulu entendre ça. Lloyd Austin, l'ancien secrétaire à la Défense appelé en renfort par l'équipe Waltz, avait pourtant essayé. Il avait choisi ses mots avec soin comme on choisit ses pas sur un terrain miné. Notre présence en Europe, Monsieur le Président, ce n'est pas de la philanthropie. C'est un investissement stratégique et il nous rapporte gros. Projection de puissance renseignement, contrat industriel. Si on plie bagage demain, ce qu'on perd dépasse de loin ce qu'on croit gagner. Peine perdue. Trump est imperméable à ce genre d'argumentation trop nuancée, trop indirecte, trop éloignée de sa vision binaire du monde. Pour lui, une relation internationale, ça se lit comme un bilan comptable. Pas de bénéfice visible arnaque. Simple, net, sans appel. C'est le réflexe du businessman new-yorkais qu'il n'a jamais cessé d'être, soit de l'Amérique en caisse, soit elle se fait rouler. Les bénéfices stratégiques indirects, cette zone grise où se joue pourtant l'essentiel de la puissance américaine, ne l'ont jamais intéressé. Et l'OTAN, il ne la voit qu'à travers un seul prisme qui paye, quoi. Vous savez, ce qui est si fascinant avec les Américains, c'est leur capacité à transformer n'importe quelle relation géopolitique en relation client-fournisseur. Et là, franchement, ils se sont surpassés. Trump avait donc missionné son équipe économique avec Scott Bessent aux commandes du Trésor pour faire quelque chose d'assez inédit, chiffrer la protection américaine de l'Europe, poste par poste, dollar par dollar. L'objectif, arriver au prochain sommet de l'OTAN avec une facture en bonne et due forme. Une vraie facture. Avec un total en bas à droite. Ce document classifié, produit en avril 2025 et sobrement intitulé European Defense Subsidy Assessment, arrive à une conclusion de 37 milliards de dollars. C'est le coût cumulé selon Washington de la présence militaire américaine sur le sol européen. Mais voilà où ça devient intéressant et un peu gênant pour la crédibilité du document. La méthodologie retenue par les économistes du Trésor est, disons, créative, très créative. Ils n'ont pas seulement comptabilisé les coûts directs, les soldats stationnés, la logistique, les bases. Non, ils ont agrégé des coûts indirects soigneusement sélectionnés pour faire grossir la note. Et le plus savoureux, ils ont inclus les coûts de recherche et développement de tous les systèmes d'armes déployés en Europe depuis 1940. Depuis 1940, mesdames et messieurs. Même les technologies qui servent les intérêts américains partout ailleurs dans le monde. C'est ce qu'on appelle dans le milieu de la comptabilité créative, faire payer l'addition à celui qui n'a pas commandé le vin. Soyons clairs sur ce que le Trésor trumpiste a réellement fait ici parce que c'est proprement hallucinant. Ils ont sorti une comptabilité qu'on pourrait qualifier de créative, mettons. Tous les salaires des militaires américains ayant jamais foulé le sol européen comptés. Leurs futures pensions de retraite comptées aussi. Et là où ça devient vraiment savoureux, ils ont ajouté une ligne intitulée « Coût d'opportunité du capital investi », autrement dit les intérêts que l'argent aurait pu rapporter s'il avait été placé dans l'économie américaine. On n'est plus dans la comptabilité, on est dans la fiction financière assumée. Résultat de cette acrobatie, une dette européenne totale de 340 milliards de dollars. Oui, 340 milliards. Et Scott Bessent de se lever devant le cabinet pour déclarer le plus sérieusement du monde « Monsieur le Président, si l'Europe devrait rembourser rétroactivement sa juste part avec intérêt composé, la France nous doit environ 100 milliards, l'Allemagne 312 milliards, l'Italie 92 milliards, l'Espagne 9 milliards. C'est une dette colossale contractée envers le contribuable américain travailleur. Je veux qu'on s'arrête une seconde sur ce que ça implique. Toute cette construction repose sur une hypothèse fondamentalement malhonnête que les États-Unis n'auraient absolument rien tiré de leur présence en Europe. Zéro bénéfice stratégique, zéro levier politique, zéro avantage économique. On fait semblant d'oublier que c'est précisément cette présence qui a permis à Washington de façonner l'ordre international à sa guise, de contrôler les choix stratégiques européens, de rester la superpuissance mondiale incontestée. Ça ne compte pas dans la facture. Mais pour Trump, peu importe. Cette dette fictive devient une arme, une massue,
Un argument imparable pour exiger une hausse drastique et immédiate des budgets de défense au sein de l'OTAN. On ne négocie plus entre alliés, on somme le débiteur de payer. Et la cible prioritaire de cette offensive, sans la moindre surprise, la France. Symbole historique depuis De Gaulle d'une Europe qui ose regarder Washington dans les yeux sans ciller. Vous savez, ce qui est assez fascinant, depuis De Gaulle, la France n'a jamais vraiment joué le jeu américain. Pas par caprice, pas par arrogance, par doctrine. Une doctrine forgée dans la douleur, dans l'humiliation de la Seconde Guerre mondiale, quand les Anglo-Américains ont littéralement mis De Gaulle hors jeu sur les décisions qui concernaient son propre pays. Le débarquement de Normandie, la libération de la France et les Français n'avaient leur mot à dire sur rien. Rien. Vous imaginez ce que ça fait à un homme comme De Gaulle, à un pays entier. C'est de là que tout part. Ce traumatisme fondateur a accouché d'une obsession. La France ne dépendra jamais plus d'une puissance étrangère pour sa sécurité. Même si cette puissance est officiellement une alliée. Alors concrètement, ça donne quoi? 290 ogives nucléaires opérationnelles, 100% indépendantes. Un retrait spectaculaire du commandement intégré de l'OTAN de 1966 à 2009, 43 ans, juste pour envoyer un message. Des votes réguliers au Conseil de sécurité de l'ONU qui font grincer des dents à Washington. Et une plaidoirie constante obsessionnelle pour une défense européenne émancipée de la tutelle américaine. Le résultat, chaque administration américaine, démocrate ou républicaine, peu importe, a trouvé Paris profondément irritante, sans exception, depuis 60 ans. Et franchement, c'est peut-être exactement pour ça que la France existe encore comme puissance souveraine. Les successeurs de De Gaulle, de Pompidou à Macron, en passant par Mitterrand et Chirac, avaient tous maintenu cette ligne d'indépendance avec plus ou moins de fermeté, selon les circonstances. Bon, et là on pose le décor. Pompidou, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, peu importe le bord politique, peu importe l'époque, la ligne, elle bougeait pas. Bon, c'est ça qui est assez fascinant avec la Ve République sur la question nucléaire et l'autonomie stratégique. Il y a un consensus quasi religieux qui transcende les clivages gauche-droite. C'est pas Mitterrand qui allait dire « Ah bah finalement, les Américains ont raison, on leur confie nos ogives ». Non. Cette doctrine, elle est gravée dans le marbre institutionnel français. Même quand Sarkozy avait réintégré le commandement intégré de l'OTAN. Il l'avait fait en négociant des garanties d'autonomie décisionnelle pour les forces nucléaires françaises et en exigeant que des généraux français occupent des postes clés dans la structure militaire de l'Alliance. Et ça, c'est un détail que beaucoup de gens zappent complètement. En 2009, quand Sarko réintègre le commandement intégré, ce que De Gaulle avait claqué en 1966, rappelons-le, les critiques fusent de partout. Trahison, atlantisme, blablabla. Bla bla. Sauf que dans les faits, la France négocie âprement. Elle ne revient pas les mains vides en mode suppliant. Elle revient en disant « On veut le commandement allié transformation à Norfolk et le commandement interallié à Lisbonne, des postes stratégiques et la dissuasion nucléaire intouchable, hors du cadre OTAN, toujours sous autorité exclusive du président français. » Sarko a fait ce move, mais il n'a pas bradé l'essentiel. Pour Trump, cette arrogance française multiséculaire était proprement insupportable et constituait une offense personnelle. Multiséculaire, le mot est important, parce qu'on ne parle pas d'un truc qui date de De Gaulle, on parle d'une tradition diplomatique qui remonte à Richelieu, à la notion même de raison d'État à la française. La France a toujours eu cette prétention à jouer dans la cour des grands de manière autonome. Et pour quelqu'un comme Trump, dont la grille de lecture du monde est fondamentalement transactionnelle, tu paies, tu reçois un service point, cette posture française est incompréhensible. Pire, elle est perçue comme une insulte personnelle. Parce que dans sa logique, si t'es pas avec lui à 100%, t'es contre lui. Ils veulent jouer les indépendants avec leurs petites bombes atomiques pathétiques, mais quand Poutine les menace sérieusement, ils viennent pleurer chez nous en demandant protection. Avait-il déclaré lors d'un meeting électoral particulièrement enflammé à Tampa en Floride. Et voilà le niveau du discours. Petite bombe atomique pathétique. On parle quand même de 290 têtes nucléaires opérationnelles d'une triade sous-marine missiles bombes aériennes, qui fait de la France la 3e puissance nucléaire mondiale en termes de sophistication. Pathétique, le mot dit tout sur la compréhension ou l'incompréhension totale du dossier. Mais c'est un meeting à Tampa, Floride. Le public, il veut pas un séminaire de géostratégie, il veut du spectacle. Et Trump lui donne la caricature de l'arrogant français qui se la pète mais qui courait, se planquer derrière l'Amérique au premier coup de feu, c'est du pain béni pour la base électorale.
Il est temps qu'ils paient enfin le vrai prix de la sécurité que nous leur garantissons ou qu'ils se débrouillent tout seuls face aux Russes. On verra combien de temps ils se tiendront. On verra combien de temps ils se tiendront. C'est une phrase qui mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle présuppose quelque chose de fondamental que sans le parapluie américain, la France s'effondrerait face à la Russie en quelques semaines. Sauf que, et c'est là où le raisonnement vacille complètement la France EST, une puissance nucléaire indépendante. La doctrine française de dissuasion, c'est pas « on appelle Washington si Moscou nous attaque ». C'est Moscou sait que si tu touches à Paris, tu prends une riposte nucléaire française directe sans intermédiaire. C'est exactement pour ça que De Gaulle a sorti la France du commandement intégré en 1966, pour que la décision soit française, pas américaine. Donc quand Trump dit « on verra combien de temps ils tiendront », il démontre qu'il n'a fondamentalement pas compris ce qu'est la dissuasion nucléaire autonome. Ou alors il l'a compris et il ment délibérément à son audience. Les deux options sont également préoccupantes. Franchement, cette haine que Trump a pour la France, elle n'est pas nouvelle. Mais depuis que Lecornu a débarqué à Matignon en septembre et personne ne l'avait vu venir, celui-là, ça a pris une toute autre dimension. 39 ans, Premier ministre, 5 langues, parfait produit du système. C'est exactement le profil qui fait sortir Trump de ses gonds, le technocrate lisse, le défenseur de l'ONU, le fan assumé de l'UE fédéral, le type qui croit encore que le multilatéralisme, c'est la solution à tout. Bref, tout ce que Trump méprise condensé en une seule personne. Et les quelques coupes de fil entre eux depuis janvier 2025 catastrophiques. À chaque fois, ça finissait en tension diplomatique à peine voilée. Trump lui reprochait quoi exactement? Son élitisme parisien, sa naïveté face aux dictatures, son arrogance intellectuelle et surtout sa faiblesse militaire face à Poutine. Pathétique, c'est le mot qu'on entend dans les couloirs. Lecornu, lui, ne se donnait même plus la peine de dissimuler son mépris dans les couloirs feutrés de l'Élysée lors d'un dîner réservé aux ambassadeurs européens. Il avait lâché ce qui allait devenir une bombe diplomatique. Trump est le symptôme de la décadence intellectuelle américaine. Il résonne comme un promoteur immobilier des années 1980, pas comme un leader du monde libre au XXIe siècle. Confidentiel en théorie. Sauf que dans le monde de la diplomatie moderne, les secrets ont la durée de vie d'un tweet et justement, c'est exactement ce qui s'est passé. La fuite a traversé l'Atlantique à la vitesse de la lumière et Trump, depuis sa résidence de Mar-a-Lago à 6 heures du matin, parce que oui, 6 heures du matin, a sorti son téléphone. Le résultat, un chef-d'œuvre de la rage présidentielle. Le pathétique Lecornu qui dirige un pays en faillite sociale ose critiquer l'Amérique qui le protège depuis 80 ans. Sans nous, la France parlerait allemand ou russe, ingratitude totale. Voilà, le niveau du débat géopolitique mondial, mesdames et messieurs. Franchement, on était dans une situation diplomatique complètement explosive. D'un côté, les mecs du Quai d'Orsay, de l'autre, ceux du département d'État, tous en train de se démener pour garder les lignes ouvertes. Mais voilà le truc, quand les deux chefs se détestent cordialement, aucun diplomate au monde peut sauver la relation. Trump et Lecornu, une catastrophe ambulante. Chaque échange entre eux, c'était comme jeter de l'huile sur un feu déjà hors de contrôle. Résultat, tout dialogue constructif partait en fumée avant même de commencer. Et c'est exactement dans cette ambiance de poudre à canon que s'ouvre le sommet de l'OTAN à Bruxelles le 15 juillet 2025. Officiellement, modernisation des capacités de défense collective. Officiellement. Parce que, officieusement, et tout le monde le savait, ce sommet, c'était le moment choisi par Washington pour poser son ultimatum aux Européens sur les dépenses militaires. Pas de surprise, pas de suspense. Juste la réalité brutale de la politique de puissance. Bruxelles, le décor est planté. Trump débarque pas seul, évidemment. Il amène avec lui sa garde rapprochée habituelle, une meute de conseillers triés sur le volet ultra-loyaux façonnés pour obéir et frapper fort. L'objectif, imposer sans diplomatie, sans gants, sa vision purement transactionnelle de l'OTAN. Tu payes ou tu dégages, et ils étaient préparés. Pendant des semaines, l'équipe avait bossé sur une présentation PowerPoint de 47 diapositives. 47, vous avez bien entendu, détaillant slide après slide les contributions américaines à la sécurité européenne présentées comme scandaleusement disproportionnées. Le message était limpide, l'Amérique en a marre de payer pour la défense des autres. Rééquilibrage financier immédiat, non négociable. Point. Mais qui accompagne Trump dans cette mission? Regardez la liste, c'est du lourd.
Le général Mike Waltz, secrétaire à la défense ancienne béret de vert, connu pour sa rhétorique anti-européenne qui ne mâche pas ses mots. Marco Rubio, secrétaire d'État faucon atlantiste qui connaît le dossier par cœur et sait exactement où appuyer pour faire mal. Kash Patel, directeur de la CI, à loyaliste trumpiste absolu, le genre de profil qui vous glace le sang rien qu'en entrant dans la pièce. Et enfin Scott Bessent, secrétaire au Trésor, l'architecte principal de toute la théorie autour de la dette européenne envers l'Amérique. Ce n'est pas une délégation diplomatique, c'est une équipe de choc. La veille du sommet, dans sa suite présidentielle du Steigenberger Grand Hôtel de Bruxelles, Trump avait convoqué ses conseillers pour leur livrer le fond de sa pensée sans filtre, sans diplomatie. Ces Européens mollassons vont enfin comprendre qu'on n'est pas leur armée gratuite de mercenaires. Le message était limpide, soit les alliés européens portaient immédiatement leurs dépenses militaires à 5% de leur PIB, chiffre qu'il exigeait, pas qu'il suggérait, soit les États-Unis entamaient un retrait progressif, troupes et garanties nucléaires comprises. Aucune marge de manœuvre. Aucune négociation envisageable. Point final. Derrière cet ultimatum brutal et volontairement public, se cachait un calcul politique qui semblait rationnel en surface, mais qui reposait au fond sur une erreur d'appréciation fondamentale. Le raisonnement trumpiste tenait en trois présupposés. Les Européens étaient trop divisés pour parler d'une seule voix, trop faibles militairement pour tenir tête à Washington et trop paralysés par la menace russe pour risquer un bras de fer avec leurs protecteurs américains. Un calcul, pas forcément le bon. Washington n'aurait qu'à attendre, il plierait, comme ils ont toujours plié depuis 1945. C'est ça la vision trumpiste de l'histoire brutale simpliste et pourtant redoutablement cohérente dans sa logique. Trump en était personnellement persuadé, sa rhétorique de choc couplée à la menace crédible d'un désengagement militaire américain suffirait à paralyser les capitales européennes trop structurellement dépendantes du parapluie sécuritaire américain pour oser dire non. L'idée même d'une résistance européenne coordonnée, il ne l'avait même pas envisagée. Ce matin-là, avant même que les délégations ne se soient installées autour de la table, la bataille médiatique était déjà lancée et elle était lancée par Washington. Un breakfast briefing soigneusement orchestré réunissait une poignée de journalistes sélectionnés à la main. Pas d'hasard ici. Chaque mot allait être pesé, calibré, lâché comme une grenade dans le cycle de l'info. Le porte-parole de la Maison-Blanche avait le sourire de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Le président va dire aux Européens leurs 4 vérités aujourd'hui. L'ère du free-riding européen est terminée, soit ils peinent leur juste part, soit l'Amérique reconsidère fondamentalement son engagement atlantique. Voilà, c'était dit, et c'était dit avant que les discussions officielles n'aient même commencé. La mécanique était rodée, saturer l'espace médiatique, installer le rapport de force psychologique, faire en sorte que les dirigeants européens arrivent déjà sur la défensive. Fox News Breitbart, les fidèles, ouvraient le feu avec des éditoriaux au vitriol, exigeant que l'Europe solde enfin sa dette envers l'Amérique. Et l'opinion publique américaine, elle applaudissait. Depuis le fiasco afghan, l'isolationnisme avait colonisé les esprits. Les sondages étaient clairs, la ligne dure avait le vent en poupe. Ce que Trump ignorait, c'est que l'écornu n'avait pas improvisé. Il avait préparé cet affrontement avec une rigueur toute française, des décennies de données historiques méticuleusement compilées, des analyses stratégiques affinées, des calculs économiques implacables, le tout pour démontrer point par point l'hypocrisie américaine et l'absurdité de la comptabilité trumpiste. Car derrière la façade diplomatique, une machine de guerre intellectuelle s'était mise en branle 6 semaines plus tôt. Baptisée Vérité Atlantique, cette opération de contre-intelligence stratégique ultra-confidentielle avait été lancée depuis Matignon dans le plus grand secret. À sa tête, le général Pierre Schill, chef d'état-major particulier du président. Autour de lui, une cellule d'élite, les meilleurs analystes français en affaires militaires, stratégie atlantique et histoire de l'OTAN. Leur mission officieuse mais absolument prioritaire, déconstruire méthodiquement la propagande trumpiste sur les Européens profiteurs et préparer une réponse factuelle si solide qu'elle serait impossible à contester. Écoutez, parce que là, on rentre dans le cœur du sujet et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'équipe de Matignon avait constitué un dossier, pas un dossier bâclé, pas un truc fait à la va-vite, un dossier d'une précision chirurgicale intellectuellement dévastateur pour toute la rhétorique américaine. Et quand je dis dévastateur, je pèse mes mots, parce que ce que ce dossier démontrait systématiquement, méthodiquement, sans laisser la moindre échappatoire, c'est que la comptabilité trumpiste était truquée, volontairement truquée.
Elle occultait l'intégralité des bénéfices stratégiques, économiques, diplomatiques et politiques que Washington engrangeait concrètement grâce à sa présence militaire en Europe. Prenez Ramstein, le complexe géant, les bases américaines permanentes en Allemagne. Vous croyez que c'est un cadeau fait aux Européens? Non, c'est une infrastructure de projection de puissance utilisée chaque jour comme plateforme logistique pour toutes les opérations américaines au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie centrale. Retirez ça, imaginez que les Américains doivent tout projeter depuis la côte Est. Les coûts de transport aérien et maritime multipliés par 4. Les capacités de réaction rapide effondrées. Alors, la vraie question, celle que personne ne posait côté américain, c'est qui paie vraiment pour qui? Écoutez bien, parce que là, on entre dans le vrai, le concret, les chiffres, ce qu'on ne vous montre jamais en prime time. Le Pentagone lui-même avait calculé dans ses propres documents classifiés que maintenir des bases en Europe leur faisait économiser 34 milliards de dollars par an. En coût de projection militaire évité. Des documents que les services français avaient obtenus discrètement comme ils savent si bien le faire. Sur 75 ans, on parle de 550 milliards de dollars d'économies directes pour le budget américain de la défense. Donc quand on entend le discours simpliste sur l'Europe qui ne paye pas, je suis désolé, mais les chiffres racontent une toute autre histoire. Et ce n'est pas tout, parce que le vrai trésor, celui qu'on évite soigneusement de mettre dans la balance, c'est le renseignement et les gigantesques stations d'écoute de la NSA, implantées en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, captent chaque jour des dizaines de millions de communications téléphoniques Internet russes, chinoises, iraniennes, moyen-orientales. Chaque jour, des dizaines de millions. Ça, dans la comptabilité trumpiste introuvable, volontairement absent. Parce que si vous mettiez ça dans la colonne bénéfices, le discours s'effondre instantanément. Francfort, Munich, Londres, 3 villes, 3 centres d'analyse ultra sophistiqués de la CIA, et ensemble, ils traitaient, écoutez bien, 78% du renseignement américain global. Terrorisme international, narcotrafic, prolifération nucléaire, tout passait par là. Pourquoi l'Europe? Bonne question. Parce que reproduire ses capacités depuis le sol américain, techniquement impossible. Les distances satellites, les limitations physiques de transmission des signaux électromagnétiques, c'est pas de la politique, c'est de la physique. L'Europe, géographiquement, c'est la position parfaite pour surveiller l'intégralité de l'hémisphère oriental. Point. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Lors du briefing stratégique final à Matignon, le général Schill s'adresse au Premier ministre avec une satisfaction à peine dissimulée, remarquée, et il dit « Les Américains nous présentent une facture unilatérale de 1237 milliards de dollars sur 75 ans de présence militaire en Europe. » Énorme, non. Sauf que leurs propres calculs rigoureux mathématiques démontrent qu'en réalité, les Américains ont gagné plus de 140 milliards de dollars en bénéfices stratégiques directs. Ils nous envoient de la facture, alors qu'ils sont les bénéficiaires. Avantages commerciaux, profits industriels, économies opérationnelles. Voilà ce que l'implantation européenne leur apporte. Et si on fait les comptes, vraiment les comptes, pas ceux que Trump griffonne sur un coin de serviette, c'est eux qui nous doivent massivement de l'argent. Pas l'inverse. Jamais l'inverse. Mais apparemment, il faut le répéter parce que certains à Washington ont une mémoire sélective assez remarquable. Et ce n'est pas tout, parce que l'analyse française ultra détaillée sur ces implacables, elle va encore plus loin. Elle nous rappelle un détail que beaucoup préfèrent oublier les guerres américaines. L'Irak, l'Afghanistan. Ces 2 aventures militaires catastrophiques que Washington a lancées et auxquelles les pays européens de l'OTAN ont participé parfois contraints, souvent convaincus, toujours à leurs frais. Le bilan plus de 340 milliards d'euros. Entre 2001 et 2021. 20 ans de contributions militaires directes et indirectes. Et on ne parle pas seulement des soldats déployés sur des théâtres d'opération à des milliers de kilomètres de chez nous. Non, on parle aussi de toutes ces dépenses cachées, celles que les gouvernements européens n'ont jamais osé afficher publiquement. Parce que politiquement, c'était trop sensible, trop compliqué, trop douloureux à assumer devant leurs propres citoyens. 47 milliards d'euros. Prenez le temps d'y penser. 47 milliards arrachés aux contribuables français, pas pour défendre Strasbourg, pas pour protéger Marseille, pas pour sécuriser nos frontières, non. Pour financer des guerres décidées à Washington lancées unilatéralement sans qu'on daigne même décrocher le téléphone pour consulter les alliés. Et on ne parle pas juste d'argent, on parle de 12 000 soldats français envoyés en Afghanistan pendant 13 ans. 13 ans.
88 cercueils rapatriés. 700 familles qui ont vu leurs fils, leurs frères, leurs pères rentrer avec des corps brisés. Et derrière ces chiffres officiels, des milliers de vétérans qui rentrent avec des blessures invisibles, le genre que les statistiques ne capturent jamais vraiment. À l'échelle de l'Alliance entière, 140 000 soldats mobilisés, plus de 1200 morts au combat, plus de 8400 blessés graves. Et pourquoi concrètement? Pour les intérêts sécuritaires européens? Absolument pas. Pour l'agenda américain au Moyen-Orient, bingo. Voilà ce que c'est la loyauté atlantiste. Vous payez, vous saignez. Et vous n'êtes même pas invité à la table quand les décisions se prennent. Alors, attendez, on va bien récapituler ce carnage financier parce que les chiffres, ils font mal. L'Allemagne, 50 et 1 milliard d'euros partis en fumée. Le Royaume-Uni, 71,8 milliards. L'Italie, 23 milliards. L'Espagne, 18 milliards. Et pourquoi exactement? Pour quels résultats concrets, je vous demande? L'Irak est devenu un État failli dominé par des milices pro-iraniennes. Vous avez bien entendu, pro-iranienne, c'est littéralement l'opposé parfait de ce que Washington avait promis. Et l'Afghanistan? En août 2021, les talibans reprennent tout. Tout. Après un retrait chaotique, humiliant, décidé unilatéralement par Washington sans même décrocher son téléphone pour appeler les alliés européens qui, eux, avaient versé leur sang et vidé leurs caisses pendant 20 ans. 20 ans pour en arriver là. Des documents déclassifiés exhumés par l'équipe Le Cornu ont mis en lumière une réalité accablante. L'administration Bush avait recouru à des pressions diplomatiques massives et à de véritables chantages commerciaux pour contraindre les pays européens réticents à rejoindre l'invasion de l'Irak. C'est dans ce contexte que les mots du colonel François Lecointre, ancien chef d'état-major des armées, sollicité pour son expertise historique, résonnent comme un réquisitoire implacable. Monsieur le Premier ministre, avait-il lancé avec une indignation à peine contenue, nous avons dilapidé des fortunes et sacrifié nos soldats pour des aventures militaires américaines bâties sur des mensonges délibérés. Les armes de destruction massive irakiennes n'ont jamais existé. Ben Laden se trouvait au Pakistan, pas en Afghanistan. Ces guerres ont été des catastrophes absolues et ce sont les Européens qui en ont réglé la facture sans en tirer le moindre bénéfice. Soyons honnêtes, personne ne rejoint une guerre par conviction. On y va parce qu'on a peur. Peur des sanctions économiques, peur de Washington, peur de cette hégémonie américaine qui plane comme une épée de Damoclès au-dessus de chaque capitale européenne. C'est ça la réalité qu'on ne dit pas à voix haute. Et puis arrive ce moment, le 15 juillet 2025, 15h30. Salle du Conseil de l'OTAN, nouveau siège de l'Alliance. L'homme entre. Costume bleu marine. Longue cravate rouge. Cette posture, vous la connaissez, cette façon d'occuper l'espace comme si la pièce lui appartenait déjà avant même qu'il s'assoie. Trump prend la parole. Et là, franchement, peu importe ce qu'on pense de lui, politiquement, il lâche quelque chose que personne avant lui n'avait osé dire aussi crûment devant ses visages. L'OTAN est un accord déséquilibré où l'Amérique paie et l'Europe profite. Voilà, c'est dit dans la salle, devant les chefs d'État, avec cette assurance agressive qui est sa signature absolue. Trop de prédécesseurs, selon lui, n'ont pas eu le courage de prononcer cette phrase. Et vous savez quoi, sur la forme, au moins, il n'avait pas complètement tort de penser qu'il rompait un tabou. Le style trumpien pur jus, chiffres balancés en vrac, comparaison bancale, patriotisme économique bien gras et des menaces qui ne se cachent même plus vraiment. L'Amérique claque 6-5 milliards par an pour sa défense, la France 64 milliards, l'Allemagne 63. On dépense plus que les 30 autres membres de l'OTAN réunis. C'est inacceptable. Sauf que, et c'est là où ça devient intéressant, cette belle démonstration de chiffres bruts oublie soigneusement un détail pas anodin. L'économie américaine est 7 fois plus grande que celle de la France et 5 fois plus grande que celle de l'Allemagne. Comparer des valeurs absolues dans ces conditions, c'est pas de l'analyse, c'est de la manipulation habillée en statistiques. Peu importer les subtilités économiques, Trump fonçait comme toujours. On a 100 000 soldats américains planqués en Europe pour défendre des pays qui ont largement les moyens de payer leur propre sécurité, mais qui préfèrent claquer leur fric dans leurs beaux programmes sociaux. Lâcha-t-il avec ce mépris caractéristique qu'il réservait à nos alliés. C'est le contribuable américain qui bankroll le welfare européen. Ça s'arrête là. Évidemment, le grand classique, le Européen parasite socialiste profiteur, un récit trumpiste qu'on connaît par cœur, ce que cette rhétorique oubliait soigneusement. Et ce n'est pas un oubli innocent, c'est que
Ces fameuses dépenses sociales européennes finançaient des systèmes de santé et d'éducation qui fonctionnent. Des systèmes dont les Américains eux-mêmes auraient franchement besoin, soit dit en passant. Et Trump, il s'est pas arrêté là, non. Il a continué à charger comme un bulldozer qui a plus de freins. Le deal était simple, les gars. Les pays de l'OTAN, ils devaient claquer 2% de leur PIB dans la défense. Simple, basique, et pourtant beaucoup sont encore en train de se défiler. C'est pas assez. On monte la barre maintenant 5% minimum. Et là, il regarde directement la délégation française, les yeux dans les yeux. Pas de détour. La France 2, 1%. Ridicule. Pathétique même. Vous passez à 5% immédiatement où on commence à retirer progressivement nos forces du continent européen. Voilà. C'est dit, tripler les dépenses militaires en quelques années à peine, économiquement irréaliste, stratégiquement absurde. Mais lui, il s'en fout. C'est le style Trump, frapper fort, frapper vite et laisser les autres ramasser les morceaux. Pas de négociation possible, c'est le message que Trump fit passer brutal et sans détour. La salle se figea quand il lâcha sa menace finale. Fini le temps où l'Amérique jouait les gardes du corps gratuites pour l'Europe. Vous payez le vrai prix de votre sécurité ou vous faites face à Poutine tout seul. À vous de choisir, mais ne comptez pas sur nous pour marchander. Dans les rangs, les applaudissements restèrent timides, presque honteux venus essentiellement du côté américain. Le choc était palpable dans toute l'assemblée de l'OTAN face à une telle brutalité. Et c'est dans ce silence pesant que tous les regards convergèrent vers le cornu qui demanda calmement la parole. Les cornus se lèvent. Pas de précipitation, pas de nervosité, juste cette froideur républicaine que les Français ont élevée au rang d'art de guerre diplomatique. Il s'avance vers le pupitre, fixe Trump dans les yeux et là, il lâche quelque chose que personne dans cette salle n'attendait vraiment. Monsieur le Président Trump, merci. Merci pour cette démonstration absolument parfaite de ce qu'est devenu le discours américain, un cocktail toxique d'arrogance et de comptabilité, disons, créative. Boom! Frontal, immédiat, chirurgical. Trump fronce les sourcils, ce petit geste qui trahit toujours la surprise chez lui, parce que les Français ne sont pas censés répondre comme ça. C'est pas dans le script. L'écornu, lui, il continue. Il sort un dossier de sa serviette, un geste calculé théâtral au sens noble du terme, et il dit « Vous évoquez des contributions déséquilibrées. Permettez-moi de vous rappeler quelques faits que vous semblez manifestement préférer oublier. » Et là, il balance le chiffre. 2003, l'Irak. Les armes de destruction massive qui n'existaient pas. 70 milliards d'euros sortis des poches européennes. 767 soldats morts. Pour défendre quels intérêts exactement? La salle est sonnée, parce que cette vérité-là, on ne l'entend jamais dans les grands discours transatlantiques. Elle existe, elle est documentée, mais elle est soigneusement rangée dans un tiroir qu'on n'ouvre pas en public. Ce soir, le cornu vient de l'ouvrir grand. Les cornus n'étaient pas là pour débattre, il était là pour démolir. Afghanistan 2001 à 2021. Il laissa le chiffre flotter dans l'air. L'article 5 invoqué. La solidarité atlantique mobilisée. Et qu'est-ce que ça a donné 140 000 soldats européens sur le terrain? 130 milliards d'euros sortis des caisses européennes. Pour finir, comment une débâcle, un retrait chaotique, décidé seul à Washington sans nous consulter. Chaque mot était une charge. Trump voulut couper. Monsieur le Premier ministre, c'était « L'écornu ne lui laissa pas le temps ». Non, c'est que définitif. C'est moi qui parle. Vous allez écouter. Et il continua sans pitié. Vous nous accusez de profiter de votre protection. Très bien. Alors répondez à cette question. Combien les bases américaines en Europe rapportent-elles à votre économie 34 milliards de dollars chaque année? En contrats locaux, en salaires, en avantages stratégiques que vous ne pouvez pas vous payer ailleurs. Ramstein en Allemagne, c'est votre rampe de lancement vers le Moyen-Orient et l'Afrique. Sans elle, vos opérations vous coûtent 40% de plus. Dans la salle, des regards se croisèrent. Surpris, déstabilisé. L'argument trumpiste venait de prendre un coup qu'il ne verrait pas venir. Là, mes amis, on rentre dans le vif du sujet. Parce que le cornu, il ne fait pas que riposter, il démonte la comptabilité de Trump pièce par pièce,
340 milliards de ventes d'armes américaines aux Européens, contre 187 milliards soi-disant payés par l'Amérique. Attendez, c'est qui finance qui là? C'est pas de la géopolitique, c'est du commerce, et pas n'importe lequel. Et ce moment sur le PIB, franchement, c'est chirurgical. La France, 64 milliards de défense sur 3 000 milliards de richesse. Les États-Unis, 167 milliards sur 22 000 milliards. Sortez vos calculettes. Proportionnellement, on est au même niveau. Trump jouait sur les chiffres absolus comme un bonimenteur de foire. Le cornu vient de retourner l'étalage. Ce type ne fait pas de la politique, il fait de l'autopsie en direct. Le visage cramoisi Trump tenta de riposter. Certes, la France dispose d'un arsenal nucléaire modeste, mais bon, le cornu ne le laissa pas finir. Modeste, parlons-en sérieusement. Sa voix était calme chirurgicale. Notre dissuasion nucléaire, elle est indépendante. Elle ne répond pas à Washington. Et pourtant, c'est toute l'Europe qu'elle protège, pas uniquement la France. 6 milliards par an. Jamais nous ne vous avons présenté la facture. Ça, c'est de la solidarité. Pas un discours. Des faits. Un silence pesant s'installa dans la salle. Parce que tout le monde venait de comprendre la même chose, contrairement au narratif trumpien, l'Europe n'était pas pieds et poings liée au parapluie nucléaire américain. Elle avait son propre bouclier, et elle ne l'avait jamais agité sous le nez de personne. Mais le cornu n'avait pas encore sorti sa cartouche finale. Vous exigez 5% du PIB en dépenses militaires. D'accord. Alors dans ce cas, remboursez-nous les 340 milliards d'euros engloutis dans vos guerres en Irak et en Afghanistan. Des guerres que vous avez lancées, des guerres qui ne protégeaient pas l'Europe, des guerres qui servaient, soyons honnêtes, l'impérialisme américain. Et puis vint la phrase. Et je puis vite. L'OTAN n'est pas une entreprise de sécurité privée dont l'Amérique serait le PDG et l'Europe une clientèle corvéable. C'est une alliance entre égaux où ça n'est rien. Si vous souhaitez en faire un racket, alors très bien, nous bâtirons notre propre architecture de défense européenne. L'époque où Washington imposait ses conditions à l'Europe, elle est révolue, définitivement. Et là, l'explosion, instantanée, brutale. Trump quitte la salle furieux, humilié, traînant dans son sillage une partie de sa délégation comme un général en déroute. Dans la salle, plus personne ne respire. La stupéfaction est totale. Parce que ce qui vient de se passer, ça n'était jamais arrivé en 70 ans d'histoire de l'OTAN, un dirigeant européen debout en face des Américains qui les accuse publiquement de manipulation comptable et de chantage stratégique. Vous réalisez ce que ça veut dire, l'onde de choc, elle est planétaire. Et elle est immédiate. Côté américain, c'est l'embrasement total, mais divisé évidemment comme tous les là-bas désormais. Fox News lâche sa une sans complexe. La France insulte honteusement l'Amérique. De l'autre côté, CNN parle sobrement de la plus grave crise atlantique depuis l'Irak. Le New York Times lui pose la question qui fiche vraiment la trouille. Est-ce la fin de l'OTAN telle que nous la connaissons? Et le Congrès dans tout ça? Chose rarissime, presque historique en soi, les deux partis se mettent donc d'accord. 357 voix contre 76, une résolution solennelle adoptée en urgence qui condamne fermement les propos anti-américains profondément inacceptables et historiquement injustes du premier ministre français. 357 contre 76. Retenez bien ces chiffres. Et là, franchement, ça part dans tous les sens à Washington. Du côté des faucons républicains Tom Cotton, Lindsey, Graham, les habituels, c'est le mode panique total, sanctions économiques immédiates contre Paris, annulation de tous les contrats militaires franco-américains. Le grand classique, sortez les représailles, on réfléchira après. Sauf que l'establishment de politique étrangère, lui, il est complètement scindé en deux. D'un côté, les néoconservateurs, l'Europe paie ou elle dégage pointe. De l'autre, les réalistes du Council on Foreign Relations qui tirent la sonnette d'alarme. Une rupture atlantique, ça ne profite qu'à Pékin et à Moscou. Et là même, Richard Haas, ancien président du CFR, pas un gauchiste antimilitariste, lâche quelque chose d'assez renversant. Le cornu a techniquement raison sur plusieurs points factuels. Notre comptabilité sur l'OTAN a toujours été politiquement biaisée. Voilà, dit par un Américain, à voix haute. Et dans les facs, c'est le feu. À Harvard, Stephen Walt salue ouvertement le fait de dire enfin publiquement ce que les analystes murmuraient depuis des années sur l'hypocrisie de la rhétorique atlantique. À Georgetown, Robert Gates, ex-secrétaire à la défense américain, rappelons-le,
reconnaît que les Européens ont effectivement payé un prix énorme pour les aventures américaines au Moyen-Orient, sans en tirer le moindre bénéfice stratégique. Ça, c'est pas rien. Alors là, franchement, permettez-moi de vous dire ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. En Europe, c'est le feu total, et je dis bien unanime. De Berlin à Rome, de Madrid à Varsovie, de Stockholm à Athènes, peu importe où vous regardiez, les opinions publiques n'ont pas hésité une seule seconde. Massivement, avec un enthousiasme qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, les Européens ont salué ce moment comme un acte de courage historique. Une réplique salutaire à cette arrogance américaine qu'on subissait en silence depuis bien trop longtemps. Les réseaux sociaux, ils ont littéralement explosé. 23 pays européens, 48 heures consécutives en tendance, le hashtag #StandWithLeCornu partout, tout le temps, sans discontinuer. Et vous savez pourquoi ça a autant résonné? Parce que pour la première fois depuis des décennies d'atlantisme docile, des décennies de soumission au diktat de Washington, quelqu'un avait enfin osé tenir tête, publiquement, sur le propre terrain rhétorique de l'hyperpuissance américaine. Les sondages qui ont suivi sont sans appel. 78% des Européens approuvaient. 78%. Et ils estimaient massivement que l'Europe devait enfin affirmer son indépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis. Voilà. C'est dit, c'est acté, et ça personne ne peut l'effacer. Et là, mes amis, on touche à quelque chose d'historique, parce que même les plus grandes fidèles de Washington, ceux qui depuis des décennies regardaient l'Amérique comme une sorte de grand frère protecteur, n'ont pas pu faire semblant de ne rien voir. Olaf Scholz, le chancelier allemand, ce type qui dose chaque mot comme un pharmacien dose une ordonnance. Il a lâché que les questions soulevées étaient légitimes. Vous réalisez ce que ça représente de la part d'un homme qui pèse chaque syllabe avant de l'articuler, c'est presque une révolution. Et Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien idéologiquement dans le même camp que Trump, a reconnu que certains arguments méritent une discussion approfondie et honnête. Quand même ton propre camp politique commence à douter, c'est que le sol tremble sous les pieds. Mais le plus frappant, et je veux que vous retenez ça, c'est ce qui se passe à l'Est. La Pologne, les pays baltes, ces nations qui ont la Russie chevillée au corps depuis des siècles, qui ont construit toute leur stratégie de survie autour du parapluie américain. Même là-bas, l'opinion n'est plus monolithique. Elle se fissure, elle se nuance. Le tsunami, il est bien réel. Voilà ce que lâchait le président polonais, et franchement, c'était pas rien. On a besoin des Américains pour tenir Moscou à distance, ça personne le nie. Mais ça veut pas dire qu'on doit se laisser traiter comme de vulgaires vassaux taillables et corvéables à merci par Washington. 6 mois après ce clash historique, 6 mois, les gars, les cartes géopolitiques avaient été complètement rebattues. Les relations franco-américaines glaciales. Franchement, aux abonnés absents. Et c'est là où ça devient intéressant, ce refroidissement brutal avait paradoxalement mis le feu aux poudres pour quelque chose qu'on attendait depuis des décennies, une vraie Europe de la défense concrète souveraine. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les poids lourds du continent, ils lançaient ensemble un programme d'armement commun à 240 milliards d'euros. Le message était limpide, on coupe le cordon avec les technologies américaines. On joue notre propre jeu. Et c'est là que tout bascule, mes amis. Parce que cette affaire, elle n'a pas juste fait du bruit, elle a changé les règles du jeu. Elle a montré au monde entier une vérité que beaucoup refusaient d'admettre. L'Alliance Atlantique telle qu'elle fonctionnait jusqu'ici, c'était terminé. Ce modèle où l'Europe baissait la tête face à Washington fini. Mort, enterré. Une nouvelle relation devait naître plus équilibrée, plus mature, plus honnête. Et Hubert Védrine, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, il l'a dit mieux que personne. L'effet Lecornu a libéré l'Europe de sa dépendance psychologique envers l'Amérique. Psychologique, retenez bien ce mot. Parce que c'est pas juste une question de missiles ou de budget de défense, c'est une question de mentalité. On s'était convaincu qu'on avait besoin d'eux pour exister sur la scène mondiale. Et la conclusion de Védrine, elle, est cinglante. Et nous avons compris que nous pouvions être des alliés des États-Unis sans être leurs vassaux. Vassaux, il ose le mot. Et franchement, il n'a pas tort. Et Lecornu, lui, il est devenu le symbole, pas juste un ministre de la Défense, un symbole pour tous ces Européens qui en avaient marre, absolument marre de se faire traiter de vassaux. Son discours du 15 juillet 2025. On l'étudie maintenant dans les écoles de diplôme comme un cas d'école.
Pas un manuel ennuyeux, un cas d'école vivant, celui d'un mec de 39 ans qui a regardé la superpuissance américaine dans les yeux et qui lui a dit non. Et l'histoire, elle retient ça. Ce jour de juillet 2025, dans l'enceinte même de l'OTAN, il n'y a pas eu de coup de feu, pas de chars, pas de missiles, juste des mots. Et ces mots ont infligé une défaite morale historique aux Américains. La dignité contre la soumission. Et c'est la dignité qui a gagné. Ce jour-là, une porte s'est ouverte, celle d'une Europe enfin